Bonjour, dans les entretiens de l'UPP, on reçoit le photographe Cyrus Cornu. Bonjour Cyrus. Bonjour. Cyrus, quelques mots pour vous présenter. Architecte de formation, votre travail s'oriente en premier lieu sur la ville, sa plastique, ses évolutions, ses traces, ses vides, et sur les comportements humains qu'elle induit. En 2006, votre premier travail sur les villes chinoises est exposé aux Rencontres internationales de la photographie d'Arles, sous la direction artistique de Raymond Depardon. Vous êtes membre de l'agence coopérative Picture Tank de 2007 à 2017. En 2010, avec le groupe France 14, vous exposez Voyage en périphérie, travail sur les paysages de logements de masse en Île-de-France. À partir de 2011, vos recherches s'orientent également sur la place du végétal dans le paysage urbain, mais aussi vers le paysage rural. Ainsi naît Le Voyage d'Albert Stein, travail de collaboration qui tente la synthèse entre différents questionnements sur l'humain, son environnement naturel, planifié ou relationnel, et le cadre temporel dans lequel il évolue. Vous développez aujourd'hui un travail à la chambre 4-5 qui vous permet de poser un regard lent sur les évolutions urbaines, en Asie comme en France, ainsi qu'une écriture davantage plastique, mêlant dessin, gravure et photographie. Votre travail est exposé en France et à l'étranger. Vous êtes entre autres dans la collection de Florence et Damien Bachelot, de la Bibliothèque nationale de France et de l'Arsenal de Metz. Cette année, vous avez obtenu le prix HSBC pour la photographie avec votre série Chongqing sur les 4 rives du temps qui passe, un travail que vous avez mené en Chine sur les rives du Yangtze. Le prix HSBC pour la photographie a aussi distingué Asma Akanouche pour sa série La maison qui m'habite encore. Cyrus, félicitations pour ce prix HSBC pour la photographie. Tout d'abord, la Chine, l'Asie. La Chine, c'est un pays que vous découvrez en 2005 lors d'échanges culturels avec la France. On aperçoit des photos de cette époque dans votre série sur votre site internet, dans la série Cities are like oceans. 2005, c'était quoi? C'était le début du voyage? Alors 2005, c'était mon premier voyage en Chine, mais pas Mmh. mon premier voyage en Asie. Mmh. J'avais déjà commencé à vadrouiller en Asie depuis quelques années, et puis à la fin de mes études d'architecture, juste avant la fin, j'ai décidé de partir quelques mois en Chine déjà pour aller voir un ami qui habitait là-bas et puis pour aller un peu à la rencontre de ce pays et je dois dire que ça a été un peu un coup de foudre immédiat. Mmh. Mes premiers pas à Pékin, il y a quelque chose voilà, qui a été un sentiment très spécial que j'ai ressenti, heu, peut-être l'impression d'avoir eu une vie antérieure, chinoise, je sais pas. Mmh. Et c'est vrai que je suis retourné depuis, pas mal de fois dans ce pays et à chaque fois je m'y sens bien. J'ai envie d'arpenter les villes, de découvrir, aussi bien, certains morceaux de campagne. Après, c'est un pays qui est tellement grand évidemment, j'y suis allé peut-être 4, 5 fois, mais j'ai, absolument rien vu. Mais j'ai très envie, évidemment, dès que toute la situation sera débloquée, c'est-à-dire peut-être en 2050, peut-être d'y retourner. J'imagine, j'imagine. Quelques Voilà. rudiments de chinois déjà? Ou la langue est compliquée, je crois? Alors pas du tout, juste, quelques mots de base, de politesse. Par contre à Chongqing, la seule chose que j'ai fait l'effort d'apprendre, avant d'arriver là-bas, c'est dire: «Je ne mange pas épicé». Parce qu'on est dans une région de tourisme, culinaire du piment et du poivre de Sichuan. Très bien. Et alors justement, le prix HSBC, vous l'avez pour cette série Chongqing sur les 4 rives du temps qui passe. Chongqing, apparemment, c'est la plus grande municipalité du monde, hein, 34 millions d'habitants au plus large. Je crois 14-15 dans l'agglomération, une surface en kilomètres carrés équivalente à l'Autriche. Comme vous commencez votre série, je crois, en 2017, est-ce que vous pouvez nous présenter cette ville? Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui vous a fait commencer par Chongqing? Alors en décembre 2017, j'avais très envie d'aller faire un projet photo, Mhm. donc j'avais pas encore, déterminé, le lieu, le sujet. J'ai commencé à faire, quelques recherches
Heu, J'avais envie un petit peu d'affronter Bangkok. Bangkok, c'est une ville dans laquelle je vais depuis une vingtaine d'années et que j'ai jamais photographiée, que je suis incapable de photographier. Mmh. Et donc j'ai fait pas mal de recherches sur Bangkok pour essayer de trouver, un angle, j'ai pas trouvé. Et d'un Ouais. coup, il m'est revenu l'idée de Chongqing que j'avais, découvert, heu, peut-être 7 ans plus tôt, par Mmh. hasard, parce que, un ami, partait s'expatrier là-bas. Mmh. Donc j'ai entendu parler de cette ville, j'ai vu des photos qui m'ont directement fasciné, heu et donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder Chongqing, le plan, à étudier la ville et je me suis dit: «Bah, je veux partir là-bas». Alors Chongqing, la particularité de cette ville, déjà, c'est sa topographie. Et plus qu'une ville, c'est une municipalité. C'est-à-dire que, l'État central a, décidé de créer, je crois en début des années 2000 ou fin des années 90, heu, de faire de Chongqing, la 4e municipalité de Chine, parce que le pays, est en train de s'orienter vers l'économie de l'Ouest, de l'Europe, alors que toutes les 3 autres municipalités étaient orientées sur la côte Est et donc vers l'Amérique. Mmh. Heu et ils sont en train de créer, enfin ça fait déjà longtemps, ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, donc des trajectoires économiques, vers l'Europe. Mmh. Et Chongqing fait partie de ces centralités qui sont développées, et notamment parce que le Yangtze y passe Mmh. et aussi parce que la construction du barrage des Trois Gorges a déplacé, quasiment 2 millions de personnes, des ruraux dont les villages ont été ensevelis. Et Chongqing a notamment hérité d'un nombre très important d'habitants. Donc, pendant une période, il y avait presque 300 000 habitants par an qui venaient, s'installer en ville. Et c'est donc une ville qui a subi des transformations, énormes. C'est pas une nouvelle ville, c'est une ville qui a déjà, plusieurs siècles d'histoire. Mmh. Mais d'un coup, là, dans les 20 dernières années, heu, elle s'est vue, subir des transformations, des démolitions, des constructions, heu et un développement économique à 2 chiffres, qui a fait d'elle, la 1re, la plus grande municipalité mondiale avec 34 millions d'habitants. 34 millions Mmh. d'habitants, c'est la moitié de la France. Ouais, ouais, complètement. Il y a beaucoup de d'agriculteurs, je crois aussi, hein? Plus de Alors plus de plus de oui, 70 d'agriculteurs, je crois. effectivement, les déplacés justement, les gens qui ont dû partir de leur village, c'était des paysans, Mmh. heu et donc ils sont venus, s'installer dans ces villes pour essayer de gagner leur vie, trouver du travail, et on a des pratiques de maraîchage et de pêche, donc des pratiques, plutôt paysannes, heu, dans des centres urbains. En fait, la ville n'est pas encore complètement construite, il y a pas mal de parcelles encore vacantes, et la moindre parcelle, est utilisée pour faire, pour produire une agriculture à petite échelle. Et on trouve ce type d'agriculture, ce type de maraîchage, aussi bien sur les parcelles non construites que sur les toits des immeubles ou parfois même, sur des bords de trottoirs. Et D'accord. puis la ville étant traversée à la fois par le Yangtze et à la fois par, la rivière Jialing, il y a aussi une pratique de pêche, tout au long Très des 4 rives de cette ville. très bien. Pour rentrer dans votre approche, photographique, comment vous avez travaillé sur le terrain? En dehors peut-être évidemment de la technique dont on va parler aussi, mais quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en avant? On voit en même temps qu'on discute ensemble, les premières images de cette série. On est à la fois, je dirais, saisi d'effroi et fasciné, par ce que vous avez photographié. Qu'est-ce que vous vouliez, rencontrer? Qu'est-ce que vous vouliez quel était le récit que vous vouliez vous raconter et puis nous raconter? Alors, je disais, c'est une ville qui est très importante par sa topographie, hem et notamment parce qu'elle est située en région montagneuse, Mmh. dans une région humide, et donc elle est couverte d'une brume en permanence. Donc c'est une ville qui a une ambiance très spéciale au niveau de la lumière. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer un peu comment la transformation urbaine, le passage de la petite échelle à la grande échelle a un peu écrasé l'être humain. Donc j'ai composé une photographie qui montre des tout petits personnages perdus dans des paysages urbains d'infrastructures, de logements de masse, et le gigantisme qu'elle représente.
On est à la fois, je le redis, c'est fascinant parce que les constructions sortent en plein milieu, je dirais, d'une végétation souvent luxuriante. On ne peut pas rouler, il n'y a pas de vélo, je crois. Il y a des téléphériques pour passer d'une rive à l'autre. C'est vraiment une ville de l'échange. Oui, alors comme c'est une ville qui est un peu, vallonnée, voire montagneuse, avec donc des routes, des rues en pente, bah, le vélo, la pratique du vélo est pas aussi développée que voire quasiment nulle, que dans des villes comme Pékin ou Shanghai qui sont beaucoup plus plates. Donc Chongqing, aujourd'hui, la manière dont on a développé la ville, évidemment, c'est autour de l'automobile, autour des transports aussi, des transports ferroviaires, du train, du bus. Euh, et le fait que le Yangtze soit relativement encaissé génère une différence d'altitude entre le fleuve et la ville. Et du coup, ils sont obligés de créer des infrastructures très aériennes pour passer d'une rive à l'autre. Euh, donc, on part de la ville haute, on a des routes qui descendent sous forme d'échangeurs et ensuite qui sont reliées par des ponts, euh, qui restent des ponts assez hauts, puisque c'est aussi un fleuve qui transporte de la marchandise. Donc, il faut pouvoir passer en dessous. Comment concrètement, en 2017 et puis après, est-ce que vous avez, vous, un protocole? Est-ce que vous êtes plutôt un photographe? Est-ce que vous êtes un photographe voyageur? Donc il y a aussi cette envie d'errance, de promenade, de se laisser aller aussi à découvrir des lieux sans savoir spécialement où on va, même si je sais qu'il y a tout un, vous l'avez dit, il y a tout un travail de repérage. Comment vous avez choisi les lieux que vous avez photographiés? Alors, il y a effectivement un travail de repérage en amont, puisque ma durée sur place va être courte. Donc, j'essaye vraiment d'optimiser le travail en faisant un travail sur plan, une analyse de la ville. Mhm. Euh, donc là, j'ai produit une carte en faisant tout simplement des captures d'écran Google Maps que je colle, Mhm. puisque je n'ai pas réussi à trouver une carte complète de Chongqing. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que je fais souvent ces cartes en amont pour les endroits où je vais voyager. Sauf que une fois que j'ai terminé ma carte, je me suis rendu compte, et je le savais, mais j'avais complètement oublié, que Google ne fonctionne pas correctement en Chine. Le point GPS est déplacé. Mhm. Et du coup, les tracés ne sont pas superposés à la photo aérienne. Donc, une D'accord. fois que j'avais ma carte, c'était très compliqué de m'en servir. C'est très troublant d'avoir un peu deux cartes comme ça superposées. Ouais. Mais l'idée, c'est de travailler sur le plan pour analyser d'abord les différents tissus. On voit très bien le tissu ancien et le tissu moderne sur une photo satellite. On voit les axes, les traversées. Et puis, en regardant un peu des photos existantes de Chongqing sur Google ou sur différents sites, voilà, j'essaie de repérer des endroits qui sont intéressants, qui peuvent être impressionnants, différents. Et puis, je vais mettre des petites gommettes sur ma carte de choses qui me semblent intéressantes, en tout cas à distance. Donc, Mhm. évidemment, je peux me tromper, mais c'est facile de repérer, par exemple, l'échangeur circulaire que j'ai photographié. Il est très marquant sur la carte. On voit les boucles aux abords du Yangtze. Mhm. On voit, on voit les îles, on voit les pointes, on voit les différents ponts. Je superpose ça aussi au tracé du métro aérien. Je cherche les points hauts et à partir de ça, je vais avoir un peu une idée en tout cas des tracés de la ville, les axes principaux, des différents quartiers. Ensuite, une fois que j'arrive sur place, je fais deux choses. Déjà, je vais traverser la ville de part et d'autre en prenant toutes les lignes aériennes de métro, sans exception, d'un bout à l'autre. Ça me permet de voir la ville, d'avoir un peu de hauteur et de percevoir des points qui m'intéressent. Donc, d'un coup, je vais voir quelque chose, je vais descendre du métro. Et puis, en même temps, je vais aussi aller sur les sites que j'ai repérés. Mhm. Et entre ces deux manières de procéder, il y a évidemment une part immense à l'aléa, à l'errance, à la déambulation, puisque c'est un peu mon fil conducteur.
quand je fais un projet comme celui-ci, la photographie est quand même une excuse à voyager, une excuse à Un prétexte. prétexte, ouais, un prétexte à voyager, et je m'en excuse parce que c'est pas très écologique. Mais oui, c'est un prétexte, et c'est un prétexte à, voilà, à vivre quelque chose. Parce que c'est vrai qu'une ville comme celle-ci, c'est pas un endroit où on irait en voyage, en vacances ou je ne sais quoi. Mais par contre, la regarder photographiquement, c'était vraiment quelque chose de fascinant. J'imagine. Plus, dans la technique, est-ce que c'est votre, rapport au temps qui vous a fait choisir, le grand format, la chambre, 4-5? Depuis combien de temps d'ailleurs vous travaillez, avec ce grand format? Alors, j'ai fait un projet au grand format plusieurs années auparavant, mais qui n'avait rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'était un projet de collaboration, comme on en a parlé au début, Ouais. où je mets en scène un clown avec un ballon qui fait 1,80 m. C'est une relation entre ce clown et ce ballon, et c'est un travail qui se situe dans le paysage rural et qui parle d'un voyage. Donc, je suis C'est le voyage d'Alberstein, c'est voyage ça? d'Alberstein. Donc, c'est D'accord. encore la thématique du voyage, mais qui Ouais. place l'idée du relationnel dans ce voyage. C'est Mmh. pas un travail sur l'urbain. Et j'avais fait quelques photos urbaines, notamment à Paris, mais pas disons, dans un travail formel. Par contre, d'aller travailler à Chongqing, la question s'est posée de savoir si j'y allais à la chambre ou pas. Mmh. J'ai fait mes premiers travaux sur les villes, je les faisais à l'argentique en 24-36, puis après je me suis mis au numérique, heu, surtout pour des raisons économiques. Mmh. Et Mmh. puis arrivé en décembre 2017, j'avais envie d'utiliser la chambre et jusqu'en dernière minute, j'ai hésité. Puis un ami m'a dit: «Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais». Mmh. 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 Et c'est vrai que voilà, c'était un moment où j'avais les moyens économiques de le faire parce que ça coûte cher de travailler comme ça. Bien sûr. Et voilà, donc j'ai décidé de partir avec une chambre. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais envie de travailler à la chambre. Heu, D'abord, moi, à titre personnel, je prends très peu de plaisir quand je travaille en numérique parce que, je fais trop d'images, mais je pense que je suis pas le seul. Mmh. Il y a un peu une manière de travailler, qui est qu'on se dit: «Je fais l'image et je verrai après». Mmh. À la chambre, c'est tout l'inverse. L'image coûte cher à produire, donc c'est je vois maintenant et je fais l'image une fois que je suis sûr. Donc ça change, complètement mon rapport à la photographie. Bien Donc sûr. il y a les raisons personnelles, après il y a évidemment les raisons techniques. Heu, pour continuer sur les raisons personnelles, il y a, un plaisir de de du côté précieux de la photographie. Ma photographie, je la vois pas, Mmh. je la verrai que le jour où elle sortira du labo. Donc c'est un peu comme si je gardais un petit trésor avec moi, très précieusement, que chaque image que je fais a une vraie valeur. Heu et en fait, à Chongqing, j'ai fait en 15 jours, j'ai fait 90 clics. C'est ce que j'aurais fait en un quart d'heure en numérique. Ouais. Donc autant dire que le rapport à la pratique est vraiment différent. Après, c'est un rapport qui est, physique, puisqu'il faut transporter du matériel. Mmh. Heu, donc voilà, ça renforce un peu le côté sportif de la déambulation urbaine. C'est un peu comme si je faisais un trekking en ville. Je vois ça, je Et vois ça. et Mais c'est vrai que vous évoquez presque le côté, presque cérémonie, parce qu'il y a on passe d'un état d'anxiété, à la jubilation. J'imagine que quand on voit la boîte s'ouvrir avec, c'est du négatif? négatif, ouais. C'est du voilà donc Ouais. j'ai et les contacts arrivés, mais en effet, ça veut dire, protéger ces films, quand on passe les rayons X aussi, j'imagine. Ça veut dire protéger aussi son matériel quand on est sur place, charger, décharger. C'est ce qu'on a aussi perdu, c'est un temps, c'est une attente qu'on a complètement perdue avec le numérique. Ouais, 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 tout à fait. Il y a quelque chose, effectivement de l'ordre du cérémonial, du méditatif même. Il y a énormément de choses à penser, pour être en condition de faire la photographie. Protéger ses films effectivement, je pense que j'ai dû en l'espace de 15 jours,
négocié sur à peu près 70 machines de rayon X entre les aéroports et les Les métros, volats, puisque ouais, 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 bien chaque sûr. Ah entrée du oui? métro est pourvu d'une machine. Ouais. Et à vrai dire, ça a été assez facile. J'ai pas eu de voilà, j'ai pas eu de problème. Sur d'autres voyages, j'ai eu plus de problèmes, mais voilà. Ça a été, ça faisait partie de l'idée de protéger un peu un trésor. Bien Heu sûr. et puis ensuite sur le côté technique de la chambre, alors évidemment, je photographie de l'urbain, de l'architecture, donc il y a déjà la possibilité de travailler en décentrement, donc d'avoir mes perspectives redressées, Mmh. mais aussi tout le travail sur la profondeur de champ, et cette capacité à gérer finement, ce que je veux être net dans une photographie, pouvoir mettre au même plan, des premiers plans et des et des plans lointains, c'est-à-dire Mmh. donner autant d'importance, à différentes échelles de la photographie. Mmh. Et puis ensuite, il y a bien sûr le rendu du film, voilà, qui pour moi dégage une poésie que j'ai jamais retrouvée en numérique. Et la photographie a une matière, enfin elle est physique. Elle C'est est pas, ça. voilà. Ça a une sensualité, vous dites souvent. Exactement. Il y a une manière de prendre la lumière qui est complètement différente, voilà, il y a plein de choses. Et puis il y a quelque chose pour moi qui est, le jour où je vais chercher mes films au labo, c'est, je suis un gamin un matin de Noël qui ouvre ses cadeaux, quoi. Ah mais Je peux être déçu, je peux être content, heu et puis là, bah, il y a tout un travail qui va commencer, pour découvrir l'image. bien sûr, donc un travail de donc l'image va être, l'image est scannée, scannée en haute définition, et après voilà un calage au niveau de la chromie, et puis, quelques peut-être pas de retouches, c'est assez brut, non? Alors il y a, donc je vais faire des scans bruts avec je loue un poste, Imacon. Ouais. Donc je scanne la gélatine, en fait, je rentre chez moi avec un scan, orange. Mmh mh. Et Mmh. ensuite il y a effectivement un travail pour, alors d'abord le travail des niveaux pour retrouver un peu la base de la photo. Mmh. Et ensuite un travail de chromie, de contraste, voilà, quelque chose d'assez, un peu laborieux parce que j'ai pas de formation technique, donc c'est vraiment du tâtonnement, mais c'est en gros ce qu'on pourrait faire, sous un agrandisseur, Mmh. de manière un peu plus précise parce qu'on a le temps, on n'est pas pris par le temps, en tout cas, par le temps d'exposition de l'agrandisseur. Mmh. Voilà, et après il peut y avoir des retouches, spécifiques comme, enlever un déchet qui me voilà, je c'est pas une photo journalistique, Oui, oui. donc je m'autorise parfois, voilà, à faire des petites modifications sur l'image, mais c'est en général pas grand-chose. Je me posais la question, quelle est la part de vos études d'architecte dans votre approche photographique, hein? Comment vous voyez ça? Parce qu'on sent la fascination pour évidemment le logement de masse, le côté ruche, ça vous fascine, hein? Ça vient d'où? Ouais, alors évidemment, c'est vraiment, pendant mes études, d'architecture que j'ai appris à aimer, à comprendre les villes. Plus jeune, j'avais un peu une répulsion pour les villes, j'étais beaucoup plus attiré par la nature, les grands territoires, les forêts. Et en fait, pendant mes études, j'ai appris à les comprendre. J'ai appris à comprendre heu, comment on les dessinait, aussi bien, à l'époque classique qu'à l'époque moderne. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une bascule qui est assez fascinante. Heu, la ville classique, en fait, on dessine des axes, on dessine, des places. Mmh. Et le bâti vient, remplir ce qui se trouve entre ces axes et ces espaces extérieurs. Alors que dans la ville moderne, on dessine d'abord les bâtiments. Donc on construit des parallélépipèdes, des tours, des rectangles, heu et l'espace résiduel va être, l'espace extérieur. Donc c'est un espace résiduel qui est beaucoup moins dessiné, qui est beaucoup plus lâche, et qui donne des en fait, qui crée un paysage sur lequel on peut prendre beaucoup plus de recul que dans la ville classique où on est un peu plus étriqué. Mmh. Et enfin moi à titre personnel, j'ai vraiment une fascination pour cette manière de mettre les gens dans des boîtes. Heu, Après guerre, on a dû construire, à grande échelle, en France, en Europe.
Mmh. Et on a inventé des processus de construction économiques. Il y avait quelque Mmh. chose notamment qui s'appelait le chemin de grue. Donc on posait une grue et on construisait, ce qui était à distance d'une seule grue. Ça permettait de faire des économies et de pas placer plusieurs grues. Mmh. Et puis on a fait du préfabriqué, voilà, on a inventé plein de processus, hem, pour construire, mais de manière pas chère et donc souvent peu qualitative. En France, on a construit, des ensembles de logements, je crois que c'était à Sarcelles le plus grand ensemble. Mmh. Heu, mais en Asie, quand on a commencé les transformations urbaines en Asie à la fin des années 90, qu'on s'est mis à raser les quartiers traditionnels, on s'est mis à construire des quartiers neufs, mais à des échelles complètement délirantes qui dépassaient, de complètement les échelles, les échelles européennes. Mmh. Mmh. Moi, j'ai toujours eu une fascination à regarder ces bâtiments où les gens sont superposés, comme dans des clapiers. Heu et on voit ces tours et ces bars, qui émergent du paysage. Quelque chose d'assez marrant à Chongqing, c'est, les berges du fleuve sont restées assez sauvages parce que c'est un fleuve qui a des différences de niveau entre les périodes pluvieuses et les périodes sèches Mmh. et donc les abords sont assez peu, maîtrisables. Du coup, on a de la végétation sur ces abords et puis on a aussi dans le décor, les zones montagneuses et du Mmh. coup, j'ai un peu essayé de mettre en avant cette idée que les bâtiments, poussent, donc les mettre en perspective par rapport à la végétation, par rapport, aux montagnes et leur donner cet aspect, voilà, c'est les plantations humaines. Exactement, et votre travail, en France, hein, on peut le retrouver sur votre site internet entre 2007, 2008, 2009, vous êtes à Épinay-sur-Seine, il me semble, vous êtes à Pantin, Noisy-le-Grand. Vous êtes déjà fasciné par les grands ensembles, hein, Bagnolet, en 2008, il y a déjà ça qui existe chez vous, hein, à cette époque-là? Ouais, alors ça a été mon premier grand projet que j'ai fait avec heu, les photographes du groupe France 14. Mmh. Ça a été un groupe de 14 photographes qui s'est réuni, qui étaient des photographes qui avaient été exposés aux Rencontres d'Arles en 2006 pendant que Raymond Deparnon était directeur artistique. Mmh. Et l'année d'après, suite à une initiative de Malik Nedjmi, photographe qui faisait partie du groupe, Mmh. on a décidé de se réunir pour travailler sur la France. Donc chacun s'est défini une thématique, Mmh. heu et moi j'ai eu envie de travailler sur ces banlieues, sur ces zones qu'on appelle vulgairement les cités. Mmh. Mmh. Heu, on était, quelques années après les émeutes de 2005, il me semble. Mmh. Heu et finalement, je me suis posé la question comme telle. Je me suis dit: «C'est marrant parce que tous ces quartiers, toutes ces petites villes qui sont à 5 ou 10 kilomètres de Paris, je les connais moins bien que, Bangkok ou Shanghai». Mmh. Bien sûr, j'exagère parce que je connais pas Bangkok et Shanghai, c'est des villes tentaculaires, mais ces petites villes sont juste à côté et en fait, pour beaucoup, j'y suis jamais allé, tout simplement parce qu'il y a aucune raison d'y aller. C'est pas des zones culturelles, c'est plutôt des dortoirs, et j'avais envie de les visiter. J'avais pas envie, j'avais pas envie de me dire, «Il y a des zones à côté de chez moi dans lesquelles j'ai pas le droit d'aller ou dans lesquelles j'ai pas besoin d'aller». J'avais envie de les et finalement, j'ai conçu ce travail photographique comme un voyage, encore une fois avec l'appareil photo comme prétexte, Mmh. pour aller voir ces architectures qui parfois, étaient savantes et conçues par des architectes ou des urbanistes renommés, qui avaient des projets, un peu utopiques, parfois des projets un peu plus pauvres et voilà, j'ai composé un corpus d'images, heu et pour l'anecdote assez marrante, c'est qu'à l'époque, j'avais une amie qui travaillait, dans une maison d'arrêt Mmh. et elle avait parlé de ce projet à un détenu en le soignant, elle était infirmière. Et ce détenu, retourné dans sa cellule, il a fait une liste je sais pas, d'une quarantaine de cités, Ouais. en disant: «Bah, là, tu peux venir de ma part, là, il faut faire attention» et j'avais cette liste qui sortait ironiquement, qui sortait d'une maison d'arrêt et ça a été un peu le point de départ des sites que j'ai photographiés. J'ai commencé à faire mes repérages, d'après cette liste, que j'ai encore aujourd'hui Ah ouais, ah et ouais. puis ensuite, j'ai fait mes repérages, sur Google Maps où on voit très bien, encore une fois, les tissus modernes, ça se distingue, c'est assez incroyable.
Ouais, ouais. Et déjà, on la passera, Villejuif, les châteaux d'eau 2008, hein, juste avec le terrain de foot, 3-4 personnages comme ça qui situent l'échelle, et puis ces châteaux d'eau complètement vraiment incroyables qui s'élèvent vers le ciel comme ça. Et puis aussi, voilà, les tours nuages, cités Pablo Picasso, qu'on va mettre aussi, qu'on est en train de voir là sur le podcast, c'est Nanterre 2010. Très bien, ben on continue. Dans une récente interview au mag Fisheye, vous citez comme influence des photographes comme Edward Burtynsky, Nadav Kander, mais aussi le photographe chinois Yong Liang. Alors, ces paysages sont inspirés de la peinture chinoise traditionnelle et il utilise des milliers de photos pour créer ces paysages. Vous, une seule, mais c'est surtout la puissance de l'imaginaire projeté que vous retenez chez lui. Est-ce que c'est un type de photo dans lequel vous avez envie d'aller, ou ce côté un peu quand on va s'émanciper du réel, ou vous allez continuer à rester dans les types de photos que vous êtes en train de réaliser en ce moment? Alors, une de mes inspirations, c'est, ou plutôt une inspiration essentielle plus que la photographie, c'est le dessin et la peinture. J'adore la Mhm, manière dont ou le dessin animé même, la manière dont, les villes peuvent être représentées de manière très libre, sur des dessins ou de la peinture. mhm, J'aime beaucoup la peinture chinoise, heu, qui justement a inspiré ce photographe. mhm, Des grands panoramas, qui intègrent le mode de vie des gens, leur petite ville, leur petit village, dans le paysage. Paysage mhm. de montagne, paysage de brume, heu et dans les dessins animés, je pense par exemple, aux films, de Miyazaki. On a Ouais. des villes imaginaires qui peuvent être dans le ciel, qui peuvent être, de volantes, enfin de toutes sortes et en fait, cette manière de représenter la ville, contrairement à la photographie, est complètement libre. C'est-à-dire qu'une ville n'est pas obligée de subir la gravité, un immeuble n'est pas obligé d'être vertical. Voilà, il y a Mhm, plein de libertés et c'est des représentations qui m'inspirent beaucoup, qui me fascinent, qui me font rêver. La photographie est beaucoup plus rigide pour ça, puisqu'on doit, composer un peu avec le réel. Heu, Ce qui m'amuse avec, le travail de ce photographe chinois, heu, c'est l'idée de composer des villes imaginaires à partir de villes réelles. mhm, Heu, Mon travail n'ira jamais dans cette direction-là. C'est pas d'abord parce que je suis un piètre, technicien de l'ordinateur, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est de m'émanciper du réel d'une certaine manière, de m'éloigner un petit peu de la photographie documentaire, chose que je fais, lentement, même si j'ai du mal encore à trouver, heu, la manière de le faire. mhm. Mais j'ai très envie de transformer, mes villes, de leur donner un regard, beaucoup plus libre que que ce qu'elles représentent et il y a quelque chose d'assez intéressant dans Chongqing, c'est que la ville et notamment la lumière dans laquelle elle est baignée, puisque c'est une ville qui a peut-être un des taux, d'ensoleillement les plus bas de Chine, qui est toujours dans la brume, ça Mhm. lui donne ce côté un peu onirique. Mmh. Ouais, ouais, complètement, complètement. Je pense que, il me semble que vous aimez bien aussi, on pense à François Schuiten, les cités obscures, tout ça, cette manière de dessiner les villes, la ville, un peu façon Métropolis, non? Ouais, ouais, je trouve ça vraiment génial. C'est des dessins qui me fascinent. Heu, je pense aussi à dans le film, dans le dessin animé Araki, où on a des visions urbaines qui sont complètement délirantes. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve, en fait. Ça permet de se détacher du réel, c'est hyper, inspirant pour la créativité. Très bien. Vous Revenons avez au un prix, super dessin de Schuiten, juste derrière moi. ouais, ouais. On voit des bâtiments, modernes et classiques, qui se mélangent,
Ouais, on mettra une couverture, peut-être, des cités obscures ou de la fièvre d'Urbicande, qui en effet, il y a une vision sur la cité qui est à la fois fantasmagorique et mais qui est extraordinaire, qui est vraiment extraordinaire. Et puis on a toujours ces trains qui passent très haut, on a voilà, des ponts, des cités dans le ciel, c'est absolument fascinant. Revenons au prix. Donc, le prix HSBC va être l'occasion d'une exposition, de plusieurs même. Je crois que les expositions vont tourner, mais surtout d'une monographie. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit le coup de fil de Sylvie Hugues cette année? Alors, ça a été. Alors, d'abord, c'est pas Sylvie Hugues qui m'a appelé, c'est Christine Raoult. Mhm. Mais il y avait toute l'équipe derrière, je crois même le jury. Ouais. Alors, au moment où j'ai reçu le coup de fil, j'étais en plein Covid. J'étais complètement à l'ouest, je comprenais pas grand-chose. Alors, j'ai été, d'abord, j'ai été extrêmement content, Ouais. surpris, parce que je m'y attendais pas. Je pensais plus à ce concours auquel j'avais candidaté. Je sais plus quelle est la date, mais j'étais parti 2 mois à l'étranger entre-temps. Enfin, ça m'était sorti complètement de De l'esprit. l'esprit, ouais. Voilà, et bon, évidemment, c'était génial, j'étais super content. Et à la suite de ça, j'ai commencé à recevoir des tas de mails d'HSBC, puisqu'il fallait commencer à organiser les choses, le livre, les expositions, enfin, la presse, il y a plein de choses à faire. Et moi, j'étais complètement débordé, puisque je passais toute ma journée à dormir. Je comprenais plus rien. Il y a un moment donné, j'ouvrais plus mes mails. J'étais débordé par la fatigue. Donc, Ouais. il y a eu une période qui a été un peu compliquée. Puis, il a fallu se mettre au travail malgré tout, dans des délais parfois un peu courts, puisque je crois que le jury a été un peu retardé par les événements. Ouais. Donc voilà, il y a eu un mélange entre la joie, le plaisir et puis aussi un petit peu de souffrance. Je comprends. Et donc cette monographie, important quand même dans la carrière d'un photographe, dans son parcours, qu'est-ce que ça va être consacré spécialement à cette série ou il y aura d'autres séries que vous avez réalisées? Alors, ça va être une monographie uniquement sur Chongqing. D'accord. C'est vrai que voilà, j'avais jamais fait de livre. J'ai eu la chance d'avoir pas mal d'expositions, mais je me suis jamais penché sur l'édition. J'ai jamais eu de proposition de ce côté-là. Et puis j'avais pas envie d'avoir recours à l'auto-édition ou au financement Participatif ou autre. participatif, c'est ça. Mhm, Ouais. mhm. Donc voilà, c'est l'idée de ce concours pour moi, c'était d'arriver à la production de cette monographie. Donc c'est une monographie qui fait partie d'une collection. Donc Mhm, évidemment, il y a un peu des contraintes. C'est pas un livre qui est complètement libre. Et mhm. en même temps, il y a quand même possibilité de faire pas mal de choses à l'intérieur. Donc c'est un livre qui va comporter, je crois, une cinquantaine d'images. Ouais. Le chemin de fer est déjà fait. On a déjà fait la photogravure. Mhm, Euh, Tout ça, ça a été des moments. Ouais, c'était la première fois que je faisais tout ça. mhm. Et c'est un livre qui, je crois, sortira le 17 juin, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. D'accord. Ok. Parfait, parfait. Cyrus, vous êtes aussi adhérent à l'Union des photographes professionnels depuis 2007, très tôt dans votre parcours. Que vous a apporté l'organisation tout au long de ces années de photographie, à des étapes différentes? Alors, beaucoup de choses. D'abord, il y a la carte de l'UPP Mhm, qui est un outil formidable, d'abord pour avoir des expositions. mhm. Et rien que pour ça, ça vaut le coup c'est déjà extrêmement rentable de s'inscrire à l'UPP. Mais c'est aussi, voilà, je sais pas si on dit un organisme ou une association qui est militante, qui défend les droits des photographes, Mhm. qui apporte ce carnet cette grille tarifaire, euh, Les barèmes, ouais, les ouais, tout à fait. barèmes Mhm, qui nous permettent voilà, de se battre un peu auprès de nos clients, de faire comprendre ce que vaut la production d'une photographie, mhm, mhm. de défendre ses droits. Et puis aussi, il y a une assistance juridique. J'ai eu plusieurs fois affaire à l'UPP
parce que j'avais besoin de questions, parce que j'avais affaire à des contrats abusifs, donc voilà, j'avais besoin de conseils. Mmh. J'ai jamais eu besoin d'une défense juridique parce que j'ai jamais eu de problème, mais Mmh. c'est bien d'avoir, voilà, d'avoir cette organisation qui défend nos droits. Je crois que d'ailleurs, l'UPP a été pas mal au créneau pour défendre, les droits là pendant tout le covid, Tout à fait. Ouais, ouais, absolument. Mmh. ce qui a été fait pour que les Le f photographes puissent, D'intégrer les auteurs dans le fonds de solidarité, entre autres, oui. solidarité, tout à Mmh. fait. Mmh, mmh, mmh. Donc je crois que c'est très important de soutenir l'UPP tout simplement. Cyrus, merci infiniment pour cet entretien. Alors, on retrouve votre série, donc Chongqing sur les quatre rives du temps qui passe, à la galerie Esther Wouderhoff, du 27 mai au 26 juin. Et puis, on retrouvera aussi ces photos, je crois, aux rencontres d'Arles cet été, c'est ça? Voilà, aux Rencontres d'Arles, ça sera au Capitole, tout l'été. Donc il y aura cette série plus, la série de Asma qui est lauréate également, Tout à fait. et ensuite à l'automne, ça sera exposé à l'Arsenal de Parfait. Metz. Cyrus, merci infiniment et à très vite à l'UPP. Merci Arnaud, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.